En 1985, une famille noire conduisit sa camionnette dans les collines du Kentucky pour une quête historique secrète, puis disparut. La police déclara qu'il s'était perdu, victime tragique d'un effondrement de grotte. Pendant 10 ans, ce fut la seule version. Jusqu'à ce qu'une inondation déchire une partie cachée de la montagne, révélant la camionnette de la famille, parfaitement conservée, silencieuse, dans une immense caverne obscure. Mais le véhicule était vide. Cette découverte ne fit pas que rouvrir un dossier classé. Elle révéla une histoire de trésors perdus, datant de la guerre de sécession, de cupidité impitoyable et d'une vérité bien plus brutale qu'un simple accident. Avant de commencer, merci de regarder. Dites-moi en commentaire d'où vous nous regardez et quelle heure il est chez vous. Ça signifie beaucoup pour nous de savoir que vous êtes là. On est ensemble dans cette histoire. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est réellement passé. L'été 1985 fut pour Robert Vance une saison d'excitation fébrile et secrète. Le jour, il était un professeur d'histoire respecté dans un lycée d'une petite ville nichée au pied des Appalaches, dans l'est du Kentucky. Mais la nuit, c'était un homme obsédé. Son bureau débordait de cartes topographiques anciennes, de copies de journaux de soldats de la guerre de sécession et d'obscures études géologiques. À 38 ans, Robert était un historien amateur passionné et un spéléologue chevronné. Sa passion, les récits oubliés et les lieux cachés des collines du Kentucky, sa terre natale. Et il croyait, avec la foi inébranlable d'un converti, être sur le point de faire la découverte de sa vie. Il poursuivait un fantôme, une légende locale rejetée par les historiens sérieux depuis un siècle, le trésor perdu du capitaine confédéré Jedediah Thorne. D'après l'histoire, l'unité de cavalerie de Thorne, ayant mis la main sur un butin d'or de l'Union lors d'un raid, fut piégée par les troupes nordistes en 1864. Refusant de se rendre, ils auraient caché les lourds coffres dans un réseau de grottes non répertoriées. Thorne et ses hommes moururent quelques jours plus tard dans un accrochage, emportant leurs secrets dans la tombe. Pour beaucoup, ce n'était qu'un conte de feu de camp. Mais pour Robert, c'était un puzzle historique complexe à résoudre. Pendant des années, il avait recoupé des fragments, une allusion dans le journal d'un soldat, une étude géologique des années 1920, mentionnant une anomalie magnétique sur une crête, une légende locale parlant de collines creuses qui sonnent l'or. Il avait passé d'innombrables week-ends à arpenter les sentiers reculés, comparant les cartes anciennes aux reliefs modernes, ses bottes couvertes de boue rouge. Et enfin, il croyait avoir trouvé l'endroit. Une série de repères, triangulés sur sa carte topographique, menait à une entrée de grotte non indiquée, dans une forêt si reculée que seuls les chasseurs les plus tenaces s'y aventuraient. Son frère cadet, Elias, un mécanicien terre-à-terre, pensait que Robert poursuivait un rêve insensé. « Robert, t'es prof d'histoire, pas aventurier », lui avait-il dit au téléphone une semaine plus tôt, avec en fond le parfum discret de graisse et d'huile moteur. « Y a pas d'or confédéré ici. Juste des gouffres et des serpents. » Robert avait ri, un rire joyeux et sincère. « La foi, petit frère, c'est une question de foi dans les archives. Je te jure, je le sens. Je pars ce week-end avec Cynthia et Maya. On va le trouver. » Le voyage fut planifié comme un mélange de vacances en famille et d'expéditions secrètes. Cynthia, sa femme, une femme aussi passionnée que lui par l'aventure, était emballée. Leur fille de 11 ans, Maya, curieuse et vive, partageait l'amour de son père pour les histoires. L'idée d'une chasse au trésor réel l'enthousiasmait. Ils chargèrent leur van familiale, robuste et tout-terrain, de matériel de camping, de cordes d'escalade, de puissantes lampes torches, et bien cachées dans une mallette métallique verrouillée, des cartes précieuses et les notes de Robert. Par un samedi lumineux de la fin juillet, ils prirent la route. Ils dirent à Elias qu'ils campaient près d'un parc d'État connu, un petit mensonge pour garder secret leur véritable objectif. Robert ne voulait pas d'une cohorte d'amateurs sur ses traces. Il se voyait comme un historien sur le point de faire l'histoire et tenait à ce que seule sa famille soit témoin de la découverte. Ils s'enfoncèrent dans les montagnes. Le bitume fit place au gravier, puis à un sentier étroit envahi par la végétation, les branches griffant les flancs de la camionnette. Robert naviguait avec ses cartes anciennes, son excitation remplissant presque physiquement l'habitacle.
Il gara le véhicule dans une clairière cachée, manifestement abandonnée depuis des années. D'après le journal, dit-il à voix basse, l'entrée de la grotte est à un peu plus d'1 kilomètre, après le ruisseau. Ils entamèrent leur marche, l'air imprégné d'odeurs de pin et de terre humide. Seuls les chants d'oiseaux et le craquement de leurs pas sur les feuilles rompèrent le silence. Une famille en quête de découverte, sans savoir que d'autres, plus dangereux, les suivaient. Ils ignoraient qu'ils n'étaient pas les seuls à rechercher le trésor perdu. Un autre homme, un historien bien plus impitoyable, les suivait. Il croyait que ce trésor lui revenait de droit et était prêt à tout pour l'obtenir. L'entrée de la grotte se trouvait exactement là où Robert l'avait prévu. Une fissure étroite, dissimulée derrière une épaisse chute de mousse, presque invisible à l'œil nu. L'air qui s'en échappait était frais, porteur d'un parfum minéral ancien. Pour Robert, c'était l'odeur de l'histoire, d'un secret enfoui depuis plus d'un siècle. Pour Cynthia et Maya, c'était le début d'une aventure exaltante. Équipés de casques et de lampes, ils pénétrèrent dans la grotte. Le passage initial, étroit, les obligea à avancer en file indienne. Mais bientôt, il s'ouvrit sur une série de cavernes spectaculaires, aux parois couvertes de formations calcaires scintillantes, telles des cascades pétrifiées. Robert les guida plus loin, suivant les indications cryptiques du journal. Passer le sentinelle de pierre sous le plafond qui pleure. Après près d'une heure d'exploration minutieuse, ils découvrirent une petite chambre latérale, partiellement bloquée par un éboulement. À l'intérieur, dans un silence vieux de 120 ans, reposaient 3 lourds coffres militaires cerclés de fer. Ce fut un moment de pur triomphe. Robert poussa un cri de joie qui résonna dans la caverne. Avec Cynthia, ils luttèrent contre le verrou rouillé du premier coffre. Le métal gémit une dernière fois avant que le couvercle ne s'ouvre. Le faisceau de leur lampe révéla un spectacle stupéfiant. Le coffre débordait de pièces d'or. Des dollars de l'Union, des doubles Eagles, brillant d'une lueur chaude et dorée dans l'obscurité. C'était réel. La légende était vraie. Robert avait réussi. Ils riaient, leur voix résonnant dans la grotte, leurs mains jouant avec les lourdes pièces. Quand un autre son se fit entendre. Un pas lent, déterminé, le crissement de bottes sur le gravier. Ils se figèrent. Leur joie se changea en une peur glaciale. Une silhouette apparut à l'entrée de la chambre. Un homme grand et mince, se découpant en ombre contre l'obscurité derrière lui. Il tenait une puissante lanterne dont la lumière blanche et crue les fit cligner des yeux. « Magnifique, n'est-ce pas ?» dit l'homme d'une voix calme, à l'accent académique traînant, étrangement plus terrifiant qu'un cri. « Je dois te féliciter, Robert. Tu m'as épargné beaucoup de travail de terrain. » Robert le reconnut immédiatement. Alistair Finch, un professeur d'université déchu de la capitale de l'État, connu dans les cercles historiques pour son esprit brillant mais aussi pour ses méthodes obsédées et impitoyables. Finch poursuivait la même légende depuis des années, et lui et Robert avaient échangé quelques correspondances brèves et prudentes par le passé. « Finch, » dit Robert d'une voix tendue, se plaçant instinctivement devant Cynthia et Maya. « Que faites-vous ici ?»« La même chose que toi, mon cher, » répondit Finch en avançant d'un pas dans la chambre. « Je viens revendiquer ma découverte. » Il n'était pas seul. 2 autres hommes, à l'allure plus rude, surgirent de l'ombre derrière lui, les visages fermés. « C'est ma découverte, » déclara Robert d'une voix ferme, « et l'héritage de ma famille. » Finch laissa échapper un petit rire compatissant. « Héritage ? Mon cher Robert, tu es professeur d'histoire au lycée. Moi, je suis un véritable historien. Ce trésor appartient à l'histoire et j'en suis le légitime dépositaire. Toi et ta famille, vous n'êtes qu'une note de bas de page. Un obstacle bref et malheureux. » L'affrontement fut rapide et brutal. Finch et ses hommes étaient armés. La famille Vance, armée seulement de sa découverte et de son courage, n'avait aucune chance. La caverne sombre et silencieuse, théâtre de leur plus grand triomphe, devint celui de leur exécution. Mais Alistair Finch n'était pas qu'un meurtrier. Il était un historien obsessionnel, un homme qui pensait en termes de récit et d'héritage. Un simple meurtre était trop sale, indigne. Cela laissait trop de questions. Il lui fallait un crime parfait, une histoire qui scellerait à jamais le secret de l'or. Avec ses hommes, il travailla pendant des heures. Ils transportèrent les corps de Robert, Cynthia et Maya jusqu'à la camionnette familiale. Ils les y placèrent soigneusement,
les arrangeant pour donner l'illusion d'une simple sortie. Puis, dans un dernier acte de cruauté intellectuelle glaciale, Finch décida de créer un mystère durable, insoluble. Il savait quelque chose que Robert Vance ignorait. Ses propres recherches avaient révélé l'existence de cartes d'une ancienne exploitation minière abandonnée du 19e siècle, qui utilisait une autre entrée de grotte, bien plus large, de l'autre côté de la crête. Une entrée assez grande pour des chariots et des mules. Elle avait été scellée par un glissement de terrain il y a des décennies, mais restait accessible à ceux ayant les bons outils. Grâce à cet accès oublié, Finch et ses hommes commencèrent la tâche ardue de déplacer la camionnette. À l'aide de treuils, ils manœuvrèrent avec peine le véhicule à travers les anciens tunnels, un effort épuisant qui leur prit des heures jusqu'à ce qu'ils reposent enfin au centre d'une vaste caverne semblable à une cathédrale, profondément enfouie dans la montagne. Puis ils scellèrent dans le tombeau. De l'intérieur, à un point étroit et instable du passage principal, celui qu'avait emprunté Robert, ils posèrent des charges soigneusement calculées, des outils que Finch avait apportés pour l'excavation, et déclenchèrent un éboulement massif. Des tonnes de pierres et de terre s'effondrèrent, scellant totalement et définitivement la chambre du reste du système de grotte. Un nouveau mur impénétrable de roches venait d'être créé. Le travail était accompli. La famille Vance et leur van avaient disparu, ensevelis dans une caverne cachée dont personne ne soupçonnait l'existence. L'or était sécurisé et Alistair Finch avait commis son crime parfait. Une disparition qui, il en était sûr, serait attribuée à un simple accident tragique de spéléologie. Une histoire que le monde accepterait, un secret que la Terre garderait à jamais. Les recherches officielles pour retrouver la famille Vance commencèrent une semaine après leur disparition. Ce n'est qu'après qu'Elias Vance, le frère cadet de Robert, eut passé une série d'appels de plus en plus frénétiques, d'abord à la maison de son frère, puis à la police d'État. La réaction initiale du shérif du comté, un homme nommé Brody, fut un exemple parfait de bureaucratie désinvolte. « En camping dans les collines, vous dites ?» draola le shérif Brody au téléphone. « Mon garçon, les gens se perdent en là-haut tout le temps. Il réapparaîtra quand il en aura marre de manger des baies. » Mais Elias insista. Il connaissait son frère. Robert était un randonneur expérimenté, pas un inconscient. Il ne se serait pas perdu simplement. Après plusieurs jours de pression, une recherche fut enfin lancée. Ils trouvèrent la voiture de Robert garée au départ d'un sentier isolé. Mais aucune trace du van. Une première équipe de gardes forestiers et de spéléologues bénévoles effectua une fouille sommaire de l'entrée de la grotte cartographiée à proximité. Ils s'enfoncèrent de quelques centaines de mètres, ne virent rien d'anormal et tirèrent rapidement une conclusion. Le rapport officiel était un chef-d'œuvre de fiction commode. Il affirmait que Robert Vance, spéléologue amateur, avait probablement entraîné sa famille dans une section non cartographiée du système souterrain, où ils auraient été piégés par un éboulement. Le rapport mentionnait un effondrement visible dans les profondeurs du passage principal, rendant toute recherche ultérieure trop dangereuse et probablement vaine. L'affaire de la famille noire disparue, dont la quête historique ambitieuse fut requalifiée en imprudence tragique, fut discrètement classée. Une tragédie, dit le shérif au journal local, mais une tragédie prévisible. La montagne les avait pris. Pour Elias Vance, ce récit officiel était un mensonge qui le rongea pendant 10 ans. C'était un homme pratique, un mécanicien qui comprenait le monde à travers la logique des moteurs et des machines. L'histoire ne tenait pas debout. Robert était méticuleux. Il n'aurait jamais entraîné sa femme et sa fille dans une grotte instable et inconnue sans prendre d'énormes précautions. Et où était passé le van? La police n'avait aucune réponse. Il s'était simplement volatilisé. Une autre pièce du puzzle qui ne collait pas. La vie d'Elias, autrefois simple et directe, se retrouva redéfinie par l'absence de son frère. Il devint le gardien involontaire de leur héritage. Il se rendait dans la maison silencieuse de Robert, l'air chargé de poussière et de chagrin, et s'asseyait dans son bureau. Il étudiait ses notes, ses cartes, ses passages surlignés dans de vieux livres d'histoire. Il cherchait un indice, quelque chose que la police aurait manqué. Il vit le nom d'Alistair Finch dans certaines correspondances de Robert. Un autre historien, passionné lui aussi par les légendes de la guerre de sécession. Il appela même l'ancien département universitaire de Finch pour apprendre que le docteur Finch avait pris sa retraite soudainement à la fin de 1985
et que personne ne savait où il était allé. Encore une impasse. En 1990, 5 ans après la disparition, Elias retourna voir le shérif Brody, toujours en poste, muni des cartes détaillées de son frère et d'une certitude croissante qu'il s'agissait d'un acte criminel. Il demanda, supplia pour que l'enquête soit rouverte. Il étala les recherches de Robert sur le bureau, soulignant les incohérences dans la théorie de l'accident. Le shérif Brody écouta avec un air profondément ennuyé, basculé en arrière sur sa chaise jusqu'à ce qu'elle grince. « Monsieur Vance, soupira-t-il, on en a déjà parlé. Votre frère a emmené sa famille dans une grotte dangereuse et a eu un accident. C'est tragique, mais c'est fini. Vous devez les laisser reposer en paix. » « Ils ne reposent pas en paix, » répliqua Elias, sa voix s'élevant. « C'est un mystère. Et la camionnette? Et ces gens avec qui ils correspondaient? Comme ce Finch. » Brody leva une main. « Fiston, ton frère poursuivait un conte de fées, une chasse au trésor. C'est un fantasme. Il s'est laissé dépasser. Je suis désolé pour votre perte, vraiment. Mais il n'y a pas d'affaire ici. Juste un homme que le chagrin aveugle. Je vous conseille de rentrer chez vous et de vous concentrer sur votre propre vie. » Le rejet fut absolu, condescendant. Elias quitta ce bureau avec la dure certitude glaciale que le système n'avait aucun intérêt pour la vérité. La disparition d'une famille noire poursuivant un rêve historique n'était pas une histoire digne d'une enquête approfondie. Ce n'était pas un mystère que les puissants voulaient de résoudre. Il était plus simple de les laisser devenir une légende triste de plus, une famille perdue dans les collines sauvages et impitoyables du Kentucky. Pendant les 5 années qui suivirent, Elias apprit à vivre avec le silence. Son enquête personnelle devint une vigile solitaire et frustrante, contre un mur d'indifférence officielle. À la fin de l'automne 1995, 10 ans après la disparition de la famille Vance, les collines du Kentucky furent ravagées par un système de tempête d'une ampleur historique. Pendant 3 jours d'affilée, des pluies torrentielles s'abattirent sur les montagnes, transformant les ruisseaux tranquilles en torrents furieux et saturant la terre ancienne d'humidité. La tempête culmina avec une série de crues soudaines et de glissements de terrain qui remodelèrent certains secteurs du paysage, renversant des arbres centenaires et creusant des ravins à nu. Profondément enfoui dans la forêt nationale de Daniel Boone, dans la zone isolée et non surveillée où Robert Vance avait un jour garé son van, les inondations provoquèrent quelque chose de remarquable. Le volume d'eau accumulé dans le système karstique exerça une pression hydrostatique immense derrière l'éboulement que Finch avait délibérément créé une décennie plus tôt. Le mur de roches et de terre, qui avait si parfaitement scellé la chambre cachée, commença à gémir, à se déplacer. Puis, dans un fracas tonitruant qui résonna au cœur même de la montagne, il céda. Un torrent d'eau boueuse, de rochers et de débris jaillit de la bouche de la grotte, taillant une nouvelle cicatrice à flanc de montagne. L'entrée dissimulée fut pour la première fois en 10 ans ouverte au monde. Quelques semaines plus tard, un groupe d'étudiants universitaires aventuriers, un club de spéléologie d'une faculté voisine, explorait les conséquences des inondations. Ils cherchaient de nouveaux réseaux de grottes encore inconnus, animés par un mélange de curiosité scientifique et de soif d'adrénaline. Ils tombèrent sur un passage fraîchement ouvert, une ouverture sombre et béante qui ne figurait sur aucune de leurs cartes. Intrigués à l'idée d'être les premiers à l'explorer, ils se préparèrent et s'y aventurèrent, leur lampe frontale perçant l'obscurité absolue. Le passage était glissant, encore marqué par le fluorescent. L'air y était froid, imprégné de pierres humides, et d'autre chose, une odeur métallique, étrangère. Ils suivirent le tunnel qui s'enfonçait plus profondément dans la montagne, leur voix résonnant dans un silence vaste. Au bout d'environ 1 mile, le tunnel déboucha sur une immense caverne semblable à une cathédrale. Et au centre de cette caverne, ils la trouvèrent. Une camionnette familiale, datant des années 1980. Sa peinture ternie, ses pneus à plat, recouvertes d'une fine couche de calcite et de poussière, mais remarquablement bien conservée grâce à l'environnement sec et stable de la grotte. Elle était là, silencieuse et irréelle, comme une relique dans la tombe d'un pharaon. Les étudiants restèrent figés, leur excitation initiale laissant place à une angoisse glacée. Ce n'était pas une découverte naturelle, c'était une scène de crime. L'un d'eux, la main tremblante, sortit un téléphone satellite,
un appareil onéreux réservé aux urgences, et appela la police de l'État. La nouvelle de la découverte d'un van profondément enfoui dans un réseau de grottes nouvellement découvertes atterrit sur le bureau de l'inspecteur Miles Bishop de la police d'État du Kentucky. Bishop, enquêteur méthodique d'une quarantaine d'années, était connu pour son intérêt pour les affaires historiques non résolues. Il sortit aussitôt le vieux dossier mince de la disparition des Vance en 1985, celui qui concluait à un simple accident de spéléologie. Il lut le rapport, puis les détails du coup de fil des spéléologues. Un accident? Non, c'était tout autre chose. Après une décennie de silence, la grotte commençait enfin à révéler ses secrets. L'extraction de la camionnette de la famille Vance de ce que les médias appelèrent rapidement la caverne dorée fut une prouesse logistique et technique. Pendant 2 jours, une équipe spécialisée travailla à élargir l'entrée de la grotte et à hisser le véhicule hors des profondeurs montagneuses. La scène devint un véritable cirque médiatique. L'histoire du van fantôme captiva l'imagination du public. Pour Elias Vance, qui observait depuis une zone sécurisée, c'était un cauchemar surréaliste et bouleversant. C'était là, après 10 ans. La vérité allait enfin être révélée. L'inspecteur Bishop mena l'enquête avec une rigueur intense. Une fois le véhicule sécurisé dans un hangar médico-légal de la KSP, le véritable travail commença. Le van était une capsule temporelle de 1985. L'intérieur était couvert d'une fine poussière, mais autrement, tout semblait intact, comme si la famille en devenait à peine d'en sortir. Un sachet de biscuits entamé était encore posé sur le tableau de bord. Le carnet de croquis de Maya était ouvert sur la banquette arrière, montrant un dessin inachevé d'un soleil souriant. La veste en cuir usé de Robert reposait sur le siège du conducteur. Mais la découverte centrale, terrifiante, était ce qui ne s'y trouvait pas. Aucun reste humain. La famille avait disparu. Cela réduisit en miettes la théorie de 1985 selon laquelle ils s'étaient retrouvés piégés dans leur véhicule. Ils ne s'étaient pas retrouvés coincés, ils avaient disparu. Le van ne ressemblait plus à un tombeau, mais à une énigme complexe. Bishop et son équipe l'examinèrent avec une nouvelle question urgente. Si ce n'était pas leur tombe, alors qu'était-ce? Un leurre? Un indice? Un ingénieur de l'équipe secoua la tête, incrédule. Inspecteur, faire entrer ce van ici, c'est pratiquement impossible. Il n'a pas été conduit. L'essieu aurait cédé. Ce truc a été déplacé centimètre par centimètre par une équipe équipée et incroyablement déterminée. Celui qui a fait ça ne cherchait pas seulement à cacher un crime. Il construisait un monument à ce crime. L'enquête se tourna vers le contenu du van. On y trouva les notes de recherche de Robert, ses cartes, ses passages surlignés dans de vieux journaux de la guerre de sécession. Et puis, dans une boîte métallique verrouillée sous le siège passager, ils trouvèrent ceci, un coffre-fort vide et fracturé. La serrure brisée, le couvercle de métal épais forcé. Ce fut un tournant. Ce n'était pas juste un accident, ni un meurtre. C'était un vol, une chasse au trésor historique à fort enjeu, qui avait tourné au drame. Mais l'équipe découvrit plus qu'un coffre vide. L'examen médico-légal méticuleux, bien plus avancé que tout ce qui existait en 1985, mit en évidence une série d'indices minuscules et déroutants, qui ne faisaient aucun sens. Dans la pochette de la portière côté conducteur, ils trouvèrent un unique gant féminin élégant, fait d'un matériau et dans un style manifestement du 19e siècle. Il n'appartenait pas à Cynthia Vance. Pliés soigneusement dans la boîte à gants, ils découvrirent une carte dessinée à la main, en lambeaux, représentant Charleston, en Caroline du Sud. Une ville que la famille Vance n'avait jamais visitée. Et sur le sol du véhicule, presque invisible sous la boue séchée, ils trouvèrent un pétale de fleurs, séché et pressé, non indigène. Un pétale de laurier rose, une fleur qui ne pousse pas dans les montagnes du Kentucky, mais qui est courante dans le sud profond. Ces indices formaient une collection étrange et soigneusement choisie de fausses pistes. C'était comme si le meurtrier ne cherchait pas seulement à dissimuler un crime, mais tentait de construire un faux récit, jouant un jeu avec ceux qui finiraient un jour par découvrir la scène. L'inspecteur Bishop s'assit en face d'un Elias Vance, effondré et confus. « Votre frère n'était pas un rêveur naïf, Elias, » dit Bishop, sa voix empreinte d'un nouveau respect. « C'était un historien brillant. Nous pensons qu'il l'a trouvé. Il a trouvé l'or confédéré perdu.
et nous pensons que quelqu'un a tué sa famille pour cela. Mais ce n'est pas tout. Le tueur a laissé des miettes, une énigme. Il essaie de nous égarer, de nous faire croire à un autre récit. Ce meurtrier n'est pas seulement cruel, il est arrogant. Il joue avec nous. Pour Elias, cette révélation fut à double tranchant. Son frère était réhabilité, mais le tueur était un fantôme qui, non content d'avoir assassiné sa famille, avait laissé derrière lui un puzzle intellectuel moqueur. Un ultime acte de cruauté méprisante. L'enquête suivait désormais une voie claire, bien que difficile. Il fallait découvrir qui, en dehors de Robert, connaissait ses recherches, qui d'autre traquait ce même trésor, et qui possédait l'arrogance académique nécessaire pour créer une scène de crime aussi étrange et trompeuse. L'affaire du meurtre de la famille Vance se déplaça donc des collines sauvages du Kentucky vers le monde feutré des archives historiques et des rivalités universitaires. L'inspecteur Miles Bishop, avec Elias Vance comme partenaire déterminé, entreprit de reconstituer minutieusement les derniers mois de Robert Vance en se concentrant sur une question centrale. Qui connaissait ses recherches? Ils fouillèrent les relevés téléphoniques de Robert, ses correspondances, les notes de ses travaux, et un nom revenait sans cesse. Un nom qu'Elias se souvenait vaguement que son frère avait mentionné, avec un mélange d'admiration et de méfiance professionnelle, Alistair Finch. Ils découvrirent que Finch était un ancien professeur d'université brillant, mais aujourd'hui discrédité. Un historien obsessionnel, longtemps considéré comme l'autorité académique principale sur la légende de l'or confédéré perdu. Lui et Robert avaient correspondu, partageant leurs découvertes, débattant de théories. Mais les dernières notes de Robert, retrouvées dans son bureau, révélaient une méfiance croissante envers Finch. Robert pensait que Finch n'était pas seulement un universitaire, mais un chasseur de trésors impitoyable, qui utilisait secrètement les ressources de l'université pour financer ses propres expéditions. L'enquête sur Finch révéla qu'il avait brusquement et mystérieusement pris sa retraite fin 1985, quelques mois après la disparition de la famille Vance. Selon les dossiers de l'université, il avait reçu à la même époque une importante somme d'argent inexpliquée, qu'il affirmait être un héritage familial. Il vivait désormais dans un luxe studieux et discret, dans un domaine reculé. L'inspecteur Bishop tenait son homme. Le mobile, les moyens, l'opportunité, tout pointait vers Finch. Mais après 10 ans, il fallait plus qu'une simple théorie. Il lui fallait un aveu. L'affrontement eut lieu dans l'imposante bibliothèque de Finch, une pièce qui sentait le vieux papier et l'argent neuf. Finch, désormais âgé mais toujours imposant, accueillit l'inspecteur Bishop et Elias Vance avec un amusement académique hautain. Il n'y a tout, sa voix calme et cultivée. Il ne comptait pas avouer si facilement. Ce fut un jeu de chat et de souris psychologique, tendu. La famille Vance, dit Finch en joignant ses doigts. Une tragédie, bien sûr. Un cas classique d'enthousiasme amateur confronté à la réalité géologique. La montagne ne pardonne pas. Nous ne pensons pas que ce soit la montagne, répondit Bishop d'une voix posée. Nous pensons que c'est vous. Nous avons retrouvé votre empreinte partielle à l'intérieur du coffre-fort du van. Finch ne s'y a presque pas. Une empreinte dégradée depuis 10 ans. Un coffre que Robert et moi avons manipulé ensemble au cours de nos recherches. Difficilement concluant, inspecteur. Et l'argent, Alistair? Intervint Elias, la voix écorchée par 10 ans de chagrin et de rage. L'héritage qui est apparu juste après le meurtre de mon frère et de sa famille pour un trésor que vous cherchiez tous deux? Finch esquissa un mince sourire glacial. Les finances de ma famille ne regardent pas la police de l'État. Pendant 1 heure, les échanges fusèrent. Finch détourna chaque accusation avec son arrogance académique et des dénégations plausibles. Il alla même jusqu'à se moquer de l'enquête en évoquant les faux indices qu'il avait plantés. Un gant du 19e siècle, un pétale de laurier rose. Mon cher inspecteur, on dirait que vous poursuivez des fantômes. Peut-être que M. Vance avait un rendez-vous romantique secret à Charleston. Il savourait la chasse intellectuelle, confiant dans sa propre ingéniosité. Mais Bishop joua alors sa dernière carte. Vous avez raison, Dr. Finch. Les preuves sont circonstancielles, mais un jury pourrait être intéressé par le témoignage de vos anciens associés. Les 2 hommes que vous avez engagés pour vos expéditions en 1985. Nous les avons retrouvés. L'un d'eux, confronté à d'autres chefs d'accusation, est très motivé pour passer un accord. Le masque de Finch se fissura irrémédiablement. Son visage pâlit,
Le vernis de détachement savant tomba, révélant le visage froid et dur d'un meurtrier. Confronté à la trahison de ses propres hommes de main, Finch avoua. Il le fit sans remords, mais avec une fierté intellectuelle glaçante. Il raconta comment il avait suivi Robert Vance pendant des mois, le laissant faire tout le travail dangereux pour trouver la grotte. Il les avait suivis ce jour-là, avait attendu qu'ils découvrent l'or, puis avec ses associés, les avait confrontés et assassinés. L'aveu dépeignait une histoire de cupidité glaciale et d'arrogance intellectuelle. Mais il y eut une dernière tournure brutale. « Vous m'avez sur les meurtres », dit Finch en haussant les épaules. « Mais vous ne les retrouverez jamais. Un bon historien ne révèle jamais toutes ses sources, ni tous ses secrets. » Il refusa, avec une satisfaction cruelle, de révéler où il avait dissimulé les corps de Robert, Cynthia et Maya Vance. Leur lieu de repos final resterait son secret, qu'il emporterait dans la tombe. Alistair Finch fut condamné pour les meurtres et mourut en prison quelques années plus tard. L'or confédéré perdu fut finalement retrouvé dans un coffre caché sur sa propriété et remis au gouvernement fédéral. Elias Vance avait obtenu justice. Il connaissait la vérité. Son frère n'était pas un fou, mais un historien brillant qui avait fait une découverte qui pouvait changer l'histoire. Mais cette justice avait un goût froid et creux. Il n'avait pas de corps à enterrer, pas de tombe à visiter. Des années plus tard, un Elias plus âgé se tenait devant l'entrée désormais protégée de la caverne dorée. Il avait utilisé une partie de la récompense de l'État pour y établir une plaque commémorative. La plaque ne mentionnait pas l'or. Elle racontait l'histoire de la famille Vance. Un père, une mère et une fille partis dans la nature, à la recherche de l'histoire, et jamais revenus. Elle honorait leur esprit d'aventure, leur amour mutuel, leur héritage volé. Elias regarda dans l'obscurité béante de la grotte, le lieu où les rêves de sa famille avaient été à la fois réalisés et anéantis. Il avait obtenu justice pour leur mort, mais il passerait le reste de sa vie hanté par le mystère de leur dernière demeure, leur corps toujours prisonnier des secrets d'un homme cupide et malveillant. C'est une victoire déchirante, tragique, le témoignage d'une histoire qui, même résolue, ne pourra jamais vraiment être complète.